Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette première édition donc, du Japanalp Festival. Super heureux. Merci d'être présent. Donc c'est un projet un peu de longue date. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Donc, comme vous savez tous, le Covid est passé par là, ce qui a causé son retard. Il devait avoir lieu en avril. Mais ouais, ça a été décalé en septembre, donc nous voici. On va commencer avec le mangaka français Shonen, qui sera accompagné de son collègue Salim. Eh ben, levez-vous, venez nous voir, on les applaudit. Ça va? Eh ben super, je vous laisse vous installer, monsieur le mangaka. Comment tu t'es dit, je veux devenir mangaka? Bah, en fait, je me suis même pas posé la question. En fait. C'était inné. Non, en fait, c'était un hasard. Oh, tu peux nous raconter comment ça se fait, hasard, comme ça? Bah, à la base, je voulais plutôt devenir illustrateur ou bosser en tant que concept artiste pour les jeux vidéo. Et Super. c'est juste que je m'étais fait remarquer parce que je faisais partie d'une association qui s'appelait Manga Pop. D'accord. Et en fait, c'était lors d'une convention, je crois. C'était une Japan Expo. Je crois que c'était celle de 2006. Ouais. Un éditeur, en fait, un directeur de collection des humanoïdes associés, en fait, est venu me voir. Parce qu'il avait remarqué mes travaux, il me demandait, en fait, il m'a posé la question, est-ce que tu saurais faire du manga? Moi, je lui ai dit, en fait, et à l'origine, en fait, je ne faisais pas d'ancrage. D'accord. Je faisais juste des crayonnés. Donc, je lui ai dit, mais moi, personnellement, je n'ai jamais ancré de ma vie, en fait. Donc, j'ai finalement accepté par défi. D'accord. Eh ben, on peut dire que le défi est réussi. Bah, on voit que 15 ans plus tard, là... Mais c'est vrai que c'est plus un métier, en fait, ou plus ou moins une... J'arrive pas à trouver le mot, là. On va te le trouver, le mot. Ça commence par quoi? Bah non, justement, je ne sais pas. Non, enfin, je veux dire, c'est plus comme une opportunité, en fait, qui s'est ouverte et qui s'est... Qui s'est ouverte à toi. Ouais, qui s'est ouverte à toi, mais... T'as tendu la main, tu l'as saisie. Oui. Enfin, je veux dire, c'était pas volontaire. Je n'avais jamais prévu, en fait, d'être mangaka à la base. D'accord. Okay. Donc, à chaque fois qu'on me demande, voilà, est-ce que tu as travaillé ton style, est-ce que tu as dessiné pendant des années pour devenir manga, ben, je leur dis généralement non. Je veux dire, c'était purement un hasard. D'accord, ok. C'est juste que... Comme quoi? Ouais. C'est juste que finalement, j'ai pris goût. Quoi. Ok. Bah super. Et là, je vois que tu es accompagné du collègue Salim. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre? Est-ce que vous avez fait des projets communs, des choses comme ça? Allez, présente-toi. Qui es-tu, Salim? Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Salim. Donc, en tant que fan, en fait, j'avais rencontré Shonen lors du premier Paris Manga en 2007. Donc, j'étais allé à sa rencontre justement sur le stand Manga Pop, où il était illustrateur à l'époque. Il commençait à travailler sur un projet qui s'appelait Bébé Project, donc en 5 volumes, chez les Humanoïdes Associés. Certains le connaissent peut-être. Maintenant, c'est un peu vieux et c'est assez datant. Donc, vous avez peut-être plus en tête Outlaw Player. Et à ce moment-là, en fait, je l'ai rencontré, donc on a beaucoup échangé, on s'est revus. Et avec le temps, on a discuté de différentes idées, différents projets, différentes choses. Et effectivement, avec Shonen, j'avais fait 2 petits one-shots. Donc un qui s'appelait Cohen, qui avait justement concouru pour le tremplin manga Kion. Donc si vous aviez suivi à l'époque, voilà, Cohen était mon idée et Shonen était au dessin. Et très récemment, on avait aussi participé au Tezuka Medibang. Donc, en fait, c'était un grand concours international que le Japon organise, qui était ouvert à tous, avec l'œuvre Rising Hero, que vous pourrez retrouver encore là-bas si vous y allez. C'est impressionnant. Voilà. Sinon, au Cohen, en fait, on a eu le plaisir aussi de... Je vais m'asseoir, c'est plus simple. Assis-toi. T'es bien. Cohen, on avait eu l'occasion aussi de l'exposer pendant le Comiké, donc au Japon. On l'avait traduit et vendu en fait au format doujin. Donc si j'avais su que j'en parlerais, j'en aurais amené un exemplaire pour vous montrer, mais voilà. Doujin, tu peux rappeler ce que c'est? Alors, les doujinshi, en fait, sont des chapitres faits un peu au même titre qu'un fanzine en France, au stand qu'on a. Donc, le Comiké est un grand salon, plus grand que Japan Expo encore, où il y a énormément de stands en fait, de créateurs. Et donc, les gens en fait, font leur manga amateur et donc l'exposent là-bas et le vendent. Donc, il y a aussi pas mal de professionnels qui font ça, donc que ce soit du secteur de l'animation ou du manga, qui font leurs propres œuvres, qui ne sont pas éditées et qui se retrouvent là-bas. Donc, c'est un truc vraiment très connu, qui fonctionne très bien. Et je pense que tout le monde a déjà vu un doujinshi, peut-être, non? Ça vous parle? Oui, non?
Bon, en partie en tout cas. Écoutez, souvent c'est des chapitres, un peu comme on retrouve en prépublication ou ce genre de choses, mais vraiment des petites histoires qui se retrouvent en moyenne 1 fois par an ou 2 fois par an. Est-ce qu'on peut dire que One, l'auteur de One Punch Man, il faisait des doujins à la base? Exactement. One faisait des doujins, justement. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer d'ailleurs auprès de Murata et d'autres maisons d'édition. Donc One en fait faisait des doujins, donc son manga amateur, qui a eu droit à un petit lifting de la part de Murata, Incroyable. qui nous a donné du coup le One Punch Man qu'on connaît aujourd'hui. Des fois, avec un simple concept, on se fait repérer et tac, comme quoi, comme disait Shonen, le hasard. Et d'ailleurs, Shonen, on le connaît surtout pour être l'auteur, le mangaka du manga Outlaw Player. Je prononce bien ou pas? Outlaw Player. Mais ça raconte quoi? Alors, vous connaissez tous Sword Art Online? Plus ou moins? C'est pas tout à fait ça. En fait, on est sur une thématique effectivement d'un personnage qui se retrouve bloqué dans un univers, donc qui est un jeu vidéo. Donc il le découvre en fait avec le temps, parce qu'il est perdu au milieu de nulle part, sans avoir connaissance d'y être entré ou d'y avoir eu accès, et qui va se retrouver du coup contraint de trouver une solution afin de pouvoir en sortir. Donc l'avantage, c'est que très vite, donc, les concepteurs du jeu ont compris qu'il y avait un bug dans leur jeu et lui ont envoyé en fait une IA en fait, simplement pour lui filer un coup de main et lui expliquer que la situation allait se résorber, mais que ça prendrait environ 2 semaines, en sachant que le temps aussi ne s'écoule pas aussi vite dans la réalité qu'au sein même du jeu, sans avoir aussi de connaissances sur ce qui lui arriverait, s'il devait mourir ou s'il avait des problèmes au sein même de ce jeu. Est-ce qu'on peut appeler ça un isekai? Un isekai, exactement. Oui, un isekai. Je pense que l'isekai, maintenant, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Ça fait des années et des années qu'on nous sort des mangas isekai, des animés isekai, donc Sword Art Online en est un, et tant d'autres. On en a beaucoup du genre. Même si ça date pas d'hier, pour les plus anciens, vous avez peut-être connu Axine. Ça parle à quelqu'un, Axine? Non? Scaflone. Et Scaflone était un isekai, Scaflone. mais pas porté sur le jeu vidéo. El Hazard, très très vieux aussi, qui était aussi un isekai. Oui. En fait, on parle d'isekai dès qu'en fait un personnage de notre monde à nous se retrouve dans un monde parallèle, un monde qui lui appartient pas, tout simplement. Et à partir de là, dès que ce facteur est rempli, on appelle ça un isekai, tout simplement. Pas forcément lié qu'aux jeux vidéo. Et il y en a des bons, il y en a des moins bons, et le sien, il est plutôt pas mal, je dois bien l'avouer. Justement, il sort chez l'éditeur Kiun. Comment ça s'est passé la rencontre avec l'éditeur? Alors, ne me dites pas le hasard, s'il vous plaît. Non, pas tout à fait. Alors pour le coup, pour Kion, il faut savoir qu'en fait, Kion est une maison d'édition qui a maintenant pas mal d'années. Et quand en fait Shonen démarrait en tant qu'artiste mangaka, donc pour les humanoïdes associés, donc c'était environ 2007, c'est bien ça? Donc il était en fait à Angoulême et donc Kion avait son stand, donc stand qui était à peine plus grand que le bureau que vous voyez, donc qui était vraiment très modeste. On n'était pas sur la très grande maison d'édition d'aujourd'hui. Voilà. Et donc en gros déjà dès cette époque, Ahmed et Cécile, donc les boss de chez Kion, avaient remarqué déjà Shonen par rapport à son trait, son style, et ils étaient très intrigués. Donc ils le regardaient un peu de loin parce que leur maison démarrait, mais ils ont toujours gardé un œil en fait sur son travail de manière générale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, donc quand Shonen était en PE, en période de transition sur ses projets, notamment il était en train de travailler sur Lord of Chaos pour Pika Edition, qui s'est malheureusement fini en 2 tomes pour des raisons personnelles. Donc en gros, en fait, à ce moment-là, en fait, moi j'avais rencontré Ahmed, j'avais échangé un peu avec lui sur différentes choses et on avait discuté de Shonen. Donc c'est de là qu'il m'avait parlé de son intérêt pour Shonen et de savoir ce qu'il faisait en ce moment. Et du coup, j'ai facilité un peu la mise en relation entre ces 2 personnes. Et le reste s'est fait tout naturellement. Donc, ce qui a donné aujourd'hui Outlaw Player. Mais ce qu'il faut savoir pour Outlaw Player, donc Shonen en fait parlait vraiment d'illustrateurs et pas forcément du monde du manga. Mais à l'origine, Outlaw Player est un web manga, tout simplement, il était déjà en ligne à l'époque, en 2002, donc sous un format bien différent d'aujourd'hui, puisqu'il a été pensé, travaillé, revu. Mais à l'époque, en fait, Outlaw Player était un manga en ligne totalement gratuit qu'on pouvait consulter, et ça datait de 2002 déjà. D'accord. Et je voudrais revenir un petit peu sur Outlaw Player et justement Kiun. Vous aviez déjà le scénario de base pour le présenter? Comment ça s'est passé? Vous l'avez vu? Vous aviez déjà tout écrit? Je pense que le mieux maintenant, c'est de laisser un peu la parole à Shonen. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. Pour le scénario, oui, en fait, quand j'avais commencé le webcomic à la base, en 2002, c'était plus en fait je dirais une sorte de slice of life ou une forme, on va dire, de webcomic, enfin de yonkoma si on veut. C'était plus, on va dire, juste des petites parodies. Et en fait, quand j'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps de travailler dessus, j'ai continué à réfléchir sur l'histoire.
D'accord. Et comment lui donner en fait une ligne directrice, un véritable scénario. D'accord. Tu t'es pas dit au tout départ, je commence par l'isekai, je vois après. Non, d'abord, slice of life, quoi. Mhm. D'accord. Bah, à la base, c'était plus, on va dire, une petite idée, c'était plus pour parodier généralement voilà, ce qu'on trouve dans les jeux vidéo. Ouais, d'accord. Et en fait, voilà, c'est juste que c'est juste qu'en fait que le concept a évolué depuis. D'accord. J'ai voulu lui donner, on va dire, une histoire, on va dire, un peu plus sérieuse, de véritables enjeux. Ok, ok, ok. Et en fait, voilà, quand j'ai proposé le dossier, parce que voilà, même si il y a eu une facilité au niveau, on va dire, de la mise en relation avec Ahmed de chez Kiyun, pour le projet en lui-même, il fallait que je lui propose en fait un concept et un dossier. Donc, je suis quand même passé, on va dire, par la voie classique. Il a fallu, Ouais. on va dire, rédiger un synopsis, faire des planches, on va dire, de test, et voilà, et lui dire combien de volumes il y aurait. Il y a eu des Si- modifications en cours de route, un petit peu, ou pas? Par rapport, on va dire, à l'histoire principale, Oui. non. D'accord. Ok. On va dire, il y a eu des petits ajouts, il y a eu des petits changements, mais généralement, voilà, ça n'impacte pas, on va dire, la vision principale. D'accord, d'accord. Après, je veux dire, si on me dit, voilà, si on me demande si l'histoire a été pensée à l'avance, je dirais oui. En fait, je connais déjà la fin, je sais où. Je sais Ah, déjà où c'était ça la question. Je voulais en arriver à là. Souvent, on sait dans les mangas à succès, les shonen notamment, ça s'arrêtera pas tant qu'il y a du succès, hein. Et du coup, des fois, ils improvisent une fin un petit peu précipitée parce que bah, il faut vite le terminer. Le succès, c'est moins comme avant. Et puis, du coup, on se retrouve avec pas vraiment la fin voulue de l'auteur. Toi, tu peux déjà nous dire, oui, la fin est prévue, quoi. C'est ça. Bah, super, super. Puis, tu as un style qui rappelle certains auteurs, certains mangaka. Tu peux nous parler un petit peu Les de influences. tes influences, oui. Je dirais l'influence principale, je pense que beaucoup le reconnaîtront, enfin, j'espère en tout cas, c'est Ito Ogure, pour Regret, Ouais. l'auteur de Enfer et Paradis, de Ergir, Tenjo Tenge Ergir, oui. York Trinity et ben, récemment Bakenmogatari. Ah, ouais, 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 ouais. Super, super. Et après, je dirais aussi un peu d'influence, mais là, c'est plus voilà, du côté de Kentaro Miura, là, de Berserk. Mais là, c'est plus pour le côté un peu fantasy, mais surtout pour la technique en termes de dessin, c'est pour les techniques en fait, de hachure qu'il utilise. Ouais, justement, tu as une belle technique des aplats. Tu les as appris comment sur le tas? Tu connaissais déjà avant? Tu avais déjà de l'expérience, comme comme je on disais, disait. voilà, donc je disais généralement pour l'ancrage, j'ai appris sur le tas. Quoi. Je veux dire, je suis plutôt autodidacte, mais je dirais après pour tout ce qui est utilisation en fait, du noir et blanc et tout ça, c'est plus, on va dire je vais pas dire par paresse, mais bon, c'est parce que j'ai pas envie de mettre trop de trame en fait. Tu as des assistants? Non, Tu je travailles travaille tout seul, quoi. tout seul. Ah, bravo. Après, c'est toujours très compliqué, par exemple, pour faire tout ce qui est décor et tout le reste. Mais bon, voilà, je veux dire, j'ai pas tellement, on va dire, j'ai pas tellement le choix. D'accord, d'accord. Quand on a vu que tu as lancé ton manga, il y a eu de la publicité, et notamment avec une belle bande-annonce animée. Est-ce qu'on peut la voir à la régie? Est-ce qu'on peut la montrer aux spectateurs? Dans le jeu en ligne Terra, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, l'immersion tourne au cauchemar. Prisonnier de ce monde virtuel, il se retrouve sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même bug. Ces hors-la-loi vont devoir s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Le périple commence avec Outlaw Players, une création manga des éditions Kiyun. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli, hein, ça fait rêver, hein. Comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, est-ce que enfin, vous êtes allé voir le studio japonais? Enfin, Pas du tout. expliquez-nous comment c'est arrivé, ça. Non, en fait, je veux dire, de ce côté-là, je n'ai pas... En fait, on m'en avait parlé. C'est en fait l'éditeur qui m'en avait parlé, mais c'est lui, en fait, qui a choisi le studio. Mais du coup, ça donne envie de poser la question, mais est-ce que... Enfin, on veut voir ça en animé aussi, on veut une adaptation. Est-ce que ça serait possible dans l'avenir? Alors, il n'y a rien d'impossible. Donc, vous connaissez tous certainement Radiant, le manga français qui est assez connu aussi. Donc, Radiant a bénéficié d'une adaptation animée au Japon par un studio. Donc, après, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, mais bon, c'est quand même une belle consécration pour l'auteur Tony Valent.
Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour obtenir une adaptation animée, il n'y a que 2 possibilités. Donc, soit en fait, on finance le projet, et donc on crée tout simplement l'animé depuis la maison mère française ou depuis l'auteur, ou alors soit on est publié à l'étranger, et pour promouvoir en fait l'œuvre, et en fait un studio d'animation se positionne, ou alors la maison mère japonaise qui dit je veux créer en fait un animé pour promouvoir mon manga. Donc le cheminement logique serait, vu que ça coûte quand même cher la création d'un animé, si vous n'êtes pas au courant, c'est hyper cher à créer. Généralement, le cheminement réellement logique serait une licence à l'étranger, donc Outlaw Player s'exporte dans un premier temps pour pouvoir après bénéficier potentiellement d'un animé. Donc c'est pas impossible, mais effectivement... Rien n'est impossible. Voilà, exactement. Mais, moi j'ai envie de voir ça en animé, c'est beau. Bon, en attendant, il y a l'excellent manga aussi. Hein. Oui, puis on a un magnifique trailer pour se donner une idée. Justement, est-ce qu'on pourrait passer au public et savoir si vous avez des questions pour Shonen? Il faut en profiter, il est là, le métier de mangaka. Est-ce que vous avez des questions pour Shonen? Est-ce que vous considérez que faire du manga en France et faire de la BD en France, c'est un peu le même métier, ou est-ce que vous considérez que c'est un peu différent dans d'autres aspects? Alors, peut-être que la question c'est, est-ce que tu as la pression autant que des mangaka là-bas? Est-ce que tu as des deadlines? Est-ce que tu te sens mangaka un peu comme au Japon, ou tu te sens ton boulot, tu sens une différence de traitement? J'avoue que je me suis jamais vraiment posé cette question, mais je dirais que oui, il y a des différences de toute manière. Je veux dire, c'est pas le même rythme en fait de travail. Je veux dire, généralement dans la BD, je crois que vous faites du 46-48 pages et je pense que vous avez 1 an pour le faire. Alors qu'en tant qu'auteur même, je dirais, de manga français, le mieux ce serait, surtout si vous travaillez seul, je pense que le mieux c'est d'au moins en faire 1 par an, c'est-à-dire faire 180-200 pages. Ou dans mon cas, on va dire, essayer d'en faire 2. D'accord, merci. 2 par an, alors? 2 par an, oui. Okay, en fait, dans mon cas, voilà, j'ai plus un rythme, on va dire, de série, on va dire, au Japon, mais de série mensuelle. C'est-à-dire des chapitres, on va dire, de 30-40 pages dans le mois. Ah, donc vous allez quand même assez vite par rapport aux BD françaises. Oui, on va dire. Mais voilà, après, il y a comme des différences. Je veux dire, généralement, dans la BD, c'est en couleur. Le manga, je veux dire, c'est du noir et blanc, voire avec des trames, c'est-à-dire en niveau de gris. Il y a des différences de toute manière. Mais en termes on parlait des assistants tout à l'heure, c'est vrai que là, tu n'en as pas, donc tu fais tout seul. Oui, mais après, je dirais au Japon, c'est un peu la même chose. Il y a la plupart des auteurs, on va dire, au Japon, qui veulent en fait garder une certaine liberté et une certaine, on va dire, indépendance, choisissent généralement le format mensuel parce qu'ils ont plus de temps pour travailler dessus. D'accord. Alors que voilà, l'hebdomadaire, c'est 1 chapitre par semaine. Là, on ne pouvait pas le faire tout seul. Hein. Ouais. La grande question, c'est est-ce que tu pourrais le faire, 1 chapitre par semaine avec une équipe? Alors ça, je ne sais pas du tout. Mais en plus, ça dépend. Voilà, il y aura forcément moins de pages, moins de pages par chapitre. Mais le travail, je crois qu'il est quand même phénoménal. Ouais. Je veux dire, on entend quand même beaucoup d'histoires où on va dire des auteurs qui travaillent, on va dire, à ce rythme-là, dorment quoi, 2-3 heures par jour. Est-ce que tu dors 2-3 heures par nuit? J'en dors 4. Ah. C'est 2 fois plus. Quelle est la partie que vous préférez travailler et quelle est celle que vous détestez le plus quand vous créez vos mangas? On va dire dans la création, dans les planches. Dans la création d'une façon générale, que ce soit le scénario, les personnages, le chara design, qu'est-ce que vous détestez faire et qu'est-ce que vous préférez vraiment? Alors, de toute façon, la chose que je déteste le plus, c'est le plus rébarbatif, généralement, donc c'est-à-dire l'ancrage. En fait, quand je parle de l'ancrage, je parle surtout en fait de tout ce qui est décor, les figurants, parce que voilà, comme je bosse tout seul, donc je dois tout faire. Mais après, la partie que je préfère généralement, voilà, c'est le design. Et pour ce qui est de la narration et de l'histoire, c'est le storyboard. Parce que voilà, c'est ce qui vous demande, on va dire, le plus de réfléchir et faire de la création. Après, si je devais dire encore autre chose, un autre point que je n'aime pas, mais bon, après là, c'est plus personnel, c'est faire les dialogues. Réfléchir à ce que doivent dire les personnages. Je reviens souvent dessus, c'est ça le problème, c'est que je passe beaucoup de temps à réfléchir. D'accord. Ok. Mais bon, après voilà, là-bas, je suis pas littéraire non plus, donc. Toi, tu préfères plus le dessin que l'écriture, c'est ça? Ce qui est normal. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, je préfère généralement ce qui est un peu plus créatif. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous... Comment dire où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Ouh. Dangereuse question. Désolé. Bah, généralement, c'est un peu de tout, en fait. Je dirais, c'est autant, par exemple, de ce qu'on voit je veux dire, dans le quotidien, que ça peut être, on va dire, aussi, par exemple, par rapport à nos lectures ou ce qu'on regarde. Après, voilà, c'est vrai que dans mes travaux, généralement, il y a toujours, on va dire, un petit côté, je dirais, personnel. Mais bon, ça, je ne vais pas le dire. Il y a beaucoup de références, généralement, dans ce que je fais, mais généralement, j'essaie de rester plutôt discret dessus, quoi. J'ai pas, je veux dire, si on le trouve, parce qu'il y a, voilà, il y a des bonus, mais si on les reconnaît, tant mieux, et si on les reconnaît pas, ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas pénalisant. Qu'est-ce que vous pensez du webtoon? Ah, vous voulez dire tout les mangas en fait qui se lisent à la verticale et en couleur, c'est ça? C'est ça. Je pourrais pas dire grand-chose à vrai dire parce que moi je les ai découverts que récemment, donc. D'accord. Mais c'était par rapport à quoi en fait? Enfin, je veux dire, pourquoi vous avez posé cette question en fait? Pourquoi? Par rapport au manga, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, en tant que mangaka. Bah, le problème, voilà, c'est comme je disais, je ne connais pas grand-chose en fait en webtoon. Je ne sais pas en fait quel est vraiment l'atout en fait. Qu'est-ce qu'il ajoute vraiment? Est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que vous en lisez vous personnellement? Ah non, pas du tout. Non, j'en lis beaucoup. Il y en a qui lisent des webtoons dans la salle? Ah ouais, il y a du... Ça marche bien, mais je veux dire, voilà, parce que moi, je dirais, voilà, pour être comme ça, on va dire, en tant que néophyte, j'aurais plutôt tendance à comparer à des animés comics, quoi, en fait. Genre, voilà, vous prenez un animé et vous le transformez, on va dire, en case par case. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Outlaw Players est disponible en lecture numérique? Je sais que Kion n'est pas nécessairement grand fan en fait du portage numérique de ses œuvres, mais ce n'est pas impossible. Il a récemment passé un partenariat avec Manga.io. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent cette plateforme, donc qui est encore peut-être encore assez méconnue mais qui se développe. Et donc quelques œuvres de chez Kion s'y retrouvent en tout cas depuis peu de temps. Peut-être Outlaw Player prochainement, mais c'est vrai qu'en version numérique, j'en ai pas le souvenir. Je sais que ça se fait de plus en plus en tout cas. Et ça te plairait que ça soit en numérique ou pas du tout? Tu es un côté contre là-dessus? Non, personnellement, je n'ai rien contre. Qu'est-ce que tu en penserais? Est-ce que ça te Non. dérangerait, toi, ça soit... Bah, non, je veux dire, moi, personnellement, parce que, à la base, je lisais déjà des scans, on va dire, à une époque. Plus maintenant, parce que j'ai plus le temps. En tant qu'auteur, que pensez-vous du Scantrad? Est-ce que, pour vous, ça favorise... Est-ce que ça favorise, par exemple, je veux dire, la popularité? Par exemple? Oui. Non, très clairement. Je veux dire, de toute façon, voilà, on voyait que les éditeurs essaient de lutter, on va dire, contre le piratage, mais autant être honnête, hein, je veux dire, il n'y a pas de réelle solution. Je veux dire, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas de toute façon empêcher. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir s'adapter, quoi. Et moi, je pense que généralement, les Scantrad, ce n'est pas, pour moi, en tout cas, une mauvaise chose, parce que ça permet, on va dire, ça permet au moins, on va dire, de faire découvrir, on va dire, des œuvres, on va dire, à un public plus large. Ça permet par exemple à des séries qui n'auraient sans doute jamais pu se faire connaître, on va dire, de se faire connaître. Après, voilà, je veux dire, c'est plus après une question, je pense, c'est plus, à mon avis, une question, on va dire, après, je dirais peut-être de morale ou alors de bonne foi vis-à-vis, on va dire, du lectorat. C'est-à-dire, est-ce que la personne, par exemple, qui lit votre scan, si elle veut vous soutenir, de toute façon, elle achètera sans doute votre œuvre, qui serait une bonne chose. Mais comme je disais, vous ne pouvez pas les empêcher de toute façon. Ça ne te dérangerait pas que ton manga soit lu en scan, alors qu'il soit retrouvable facilement C'est déjà le cas, de toute façon. Donc. Mais comme je disais, hein, je veux dire, c'est pas... moi, personnellement, je n'y peux rien, et je veux dire, personnellement, je ne peux pas empêcher de toute manière. Donc, je veux dire, c'est plus... je veux dire, si la personne, de toute façon, apprécie votre travail, et si elle veut vous soutenir, de toute manière, je veux dire, la meilleure chose qu'elle puisse faire, c'est acheter ce que vous faites. Et je pense que il faut que la série plaise pour ça, quoi. D'autres questions, peut-être? Par ici. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question assez simple par rapport au débat que vous lancez. C'est au niveau des dessins. Quand vous créez un personnage,
Est-ce que vous savez d'avance ce que vous voulez faire? Vous voyez, là, vous mettez du jaune ou vous lui avez mis une ceinture double boucle et une petite sacoche. Est-ce que tout ça, vous le savez d'avance? Vous l'ajoutez au fur et à mesure pour accessoiriser? Comment vous construisez vos personnages? Là, pour la dédicace, c'est très simple, c'est un personnage qui existe déjà, donc... C'est pour ça, en général, quand vous créez... Ah, quand je crée un personnage? Non, généralement, en fait, je passe toujours par une phase, on va dire, de concept. C'est-à-dire que je commence à réfléchir, je dis, voilà, quel genre de personnage, comment je le veux, son apparence, son caractère. Et après, pour le design, je dirais, je teste. C'est généralement, voilà, est-ce que visuellement, est-ce que ça a l'air intéressant? Est-ce que ça me plaît, moi, esthétiquement parlant? Même par exemple dans la couleur des cheveux, ça a un fort impact de dire je lui mets les cheveux bleus, rouges, ça, jaunes. vous pouvez tester. Oui, mais voilà, vous avez vraiment, vous allez jusqu'à cette finesse-là. Vraiment, il y a une grosse phase de réflexion en amont. C'est pas instinctif quand vous créez le personnage alors. Pas nécessairement. Je veux dire, ça dépend en fait du personnage. Certains viennent très vite. Alors par contre, il y en a d'autres, par exemple, qui peuvent demander quand même pas mal de réflexion. Mais ouais, après, je veux dire, c'est assez compliqué, mais c'est quand même un procédé en fait qui m'enthousiasme quand même, parce que ça pousse, on va dire, à une certaine créativité. C'est ça, mais est-ce que vous êtes aussi proche de la mode, de voir les tendances, etc. ou... Alors ça, par contre, je suis pas certain. Parfois, je me demande là si je suis vraiment... je me demande voilà, si je suis vraiment à la page parfois. Bon, vous ne suivez pas Jean-Paul Gaultier tous les jours alors. Non, surtout pas. Ok, merci. J'avais vu une autre main par là, je crois. Non? Il est parti. En tout cas, c'était une bonne question, parce que pas mal d'artistes, justement, se rapprochent de la mode, notamment très connu Araki pour Jojo, qui était féru de mode et qui, du coup, s'inspirait des créations de haute couture pour créer les designs de ses personnages et surtout les vêtements qui les accompagnent. Donc, il faut savoir aussi que dans l'animation japonaise, des recherches ou des personnes sont parfois sollicitées pour faire de la création comme ça de design. Donc, c'était une bonne question. J'ai vu des couvertures de Tokyo Revenger, ils ont des looks aussi un petit peu haute couture. Effectivement, il y a le travail de design est quelque chose d'important parce que c'est ce qui est vendeur pour tout le monde. On a tous envie de beaux personnages sur nos goodies ou quelque chose en fait d'attrayant visuellement en tout cas. Parce que pour beaucoup, j'imagine, le dessin ou l'impression quand on a en fait ce premier échange avec une œuvre, c'est ce qu'elle représente. Et si elle n'est pas attirante, on a tendance à s'en détourner. C'est vrai, c'est vrai. Et Outlaw Players, ça tape dans l'œil. J'aimerais tellement un petit défilé d'Outlaw Players. Une autre question peut-être. Eh ben moi j'en ai une. Ça parle aussi d'isekai, de un peu jeux vidéo, tout ça. Tu es un joueur de jeux vidéo? Tu as le temps? 4 heures par nuit, j'imagine? Non, plus vraiment, à vrai dire. J'en avais vraiment de par le passé, je veux dire, on va dire il y a encore quelques années, mais c'est vrai que ça va faire 1 ou 2 ans, là, j'ai moins le temps de jouer. Mais c'est vrai qu'à la base, si j'avais fait... à la base, quand j'avais fait déjà le webcomic, c'était plus parce que c'était en fait une façon, on va dire, de parodier ou de se moquer un peu des jeux. Mais surtout, on va dire, à la base des RPG. Ce qui est un peu, on va dire, contradictoire parce que l'histoire, en fait, parle d'un jeu en ligne, alors que je ne joue pas au MMO. mais c'est pour ça que j'exploite pas mal, en fait, de références qui sont liées généralement à des RPG, mais RPG solo. Genre des petites références à Final Fantasy ou Attention, pas le 14, j'y ai pas touché. Donc, mais, ni le 11 alors. Oui, pas le 11 non plus. Mais voilà, c'est beaucoup d'influences basées sur du jeu vidéo et pas que les RPG en fait. Hein. Il y en a énormément. Il y a du shoot 'em up, il y a du beat'em up. Il y a un peu de tout. Enfin, sauf les jeux de sport. Et c'est quoi tes jeux préférés alors? RPG, Final Fantasy, on l'a évoqué, mais il y a peut-être des inspirations qu'on peut retrouver. En fait, je dirais, il y a encore des années cela, c'était plus RPG japonais. Et j'avoue que plus récemment, c'est plus, on va dire, RPG plus à l'occidental. Vous voyez, les jeux en open world, avec choix et décision. Tu disais que tu aimais un petit peu te moquer du genre... tout ça, c'est parce que tu l'aimes profondément, que tu aimes bien le parodier, ou il y a des petits trucs qui te déplaisent justement dans ces jeux?
C'est un peu Lequel des qui deux, à vrai t'inspire? dire. Parce que il y a forcément des petits bugs ou alors des petits problèmes là, qui moi, personnellement, m'amusent. Hein, je veux dire, j'aime pas forcément les jeux qui sont, on va dire, polish, qui sont forcément, on va dire, voilà, qui sont très bien finis. Parfois, quand il y a des petits bugs ou des petits glitches, personnellement, c'est des choses qui m'amusent généralement dans un jeu. Et c'était quoi déjà après? C'était quoi les jeux qui te font rêver un peu, à part Final Fantasy? Tu as parlé de shoot 'em up. Ouais, mais plus les vieux, à vrai dire. Genre, il y a une référence dans un de mes volumes, c'était par exemple un shoot 'em up qui s'appelait Raystorm. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est un peu la niche, les shmups, c'est ça qu'on dit? Ouais. Ouais. Après, comme je disais, il y a aussi tout ce qui est jeu de combat. Bon, ça, par contre, je pense qu'on connaît quand même. Hein. Tout ce qui est Street Fighter et tout le reste. Moi, je suis fan de jeux de versus. On parle le même langage, là. C'est quoi tes jeux du cœur? C'est Guilty Gear. Comment? Guilty Gear? Ouais. Ouais. Et tu connais? Ouais, bien sûr. J'ai pas joué au dernier, même s'il il est magnifique. En fait, il m'a moins tenté le dernier. Donc. Après, voilà, je veux dire... Après, il y a tout ce qui est, par exemple, Street Fighter, il y a KOF. King of Fighter. Après, il y a aussi Tekken, mais je suis pas trop fan. Aïe. Pourquoi, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. On va pas être ravis. Ouais. Après, j'aime bien Smash aussi. Bros aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est les jeux en immersive sim, généralement. C'est-à-dire les Deus Ex, le plus récent, là, c'était Prey. Les jeux, on va dire généralement, où en fait, c'est des FPS, c'est des jeux à la vue à la première personne, mais en fait, qui ont une jouabilité qui peut être relativement linéaire, mais dont l'approche peut être ouverte. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez aborder, on va dire, un problème de plusieurs façons. D'accord, ok. Donc, t'es un homme de mécanisme, un petit peu, voilà, c'est ça? on donne une certaine créativité. D'accord. Et Salim, il aime quoi, lui, en jeu vidéo? Alors, récemment, je joue à pas grand-chose. J'ai joué à une époque, pareil, des jeux type Final Fantasy ou ce genre de choses. Mais pareil, jeux de baston aussi. Donc j'avais bien aimé, au-delà des Street, tout ce qui est KOF, King of Fighters. Donc j'aimais bien toute cette gamme-là. Mais récemment, beaucoup moins. Le peu de jeux que j'ai joué, c'était Shenmue 3. Et sinon, League of Legends aussi. J'ai renoué un peu avec League of Legends parce qu'un ami m'a sollicité. Donc LOL. Tu vas tomber malade après. Voilà, ça c'est le seul jeu auquel j'ai joué récemment, donc j'en suis désolé. Je me suis un peu détourné malheureusement de tout ça. Je n'ai pas acheté la PS5 du coup, parce que la PS4 prenait la poussière. Et voilà. Ça c'est tout pour les jeux vidéo. Et ça serait quoi le jeu le plus adapté pour Outlaw Players? Un RPG, un MMO? Qu'est-ce qui te plairait si il y avait une adaptation d'Outlaw Players? Je dirais, en théorie, le plus logique, ce serait forcément un RPG. Un RPG solo. Parce que là, pour le coup, ce serait pour raconter une histoire. Et moi, après, personnellement, si je voulais faire un projet, ce serait plus un beat'em up. D'accord, ok, Vladi. Oui. Des questions? Monsieur. Alors, moi, j'ai une question sur le manga français en général. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique récente du manga français, donc en France, avec par exemple Radiant qui est arrivé sur la scène et qui a commencé à faire parler de lui, avec tous les nouveaux auteurs qui arrivent et qui ont l'air d'en avoir dans le ventre. Quel est votre avis là-dessus, sachant que Outlaw Players est un des darons, on va dire, du manga français, avec plus de 10 tomes. Il y en a très peu qui ont encore atteint ce niveau. Alors, je vais passer le micro à Shonen pour répondre à ça. Juste avant, je vais en profiter pour en parler aussi. Alors, le manga français, effectivement, avait démarré avec une première vague assez connue, puisqu'elle continue, notamment Dreamland, de Renaud Lemaire. À la même époque, en fait, Shonen avait commencé Bébé Project, donc chez Humanoid Associés, qui était aussi un manga français qui a duré 5 tomes. Le manga français, effectivement, était, à son arrivée, pas des mieux accueillis. Donc, même si Dreamland s'est bien passé, parce qu'il était dans le début, les gens ne connaissaient pas trop ce que c'était le manga français, ne faisaient même pas la distinction pour certains. Et après, il y a eu une vague, en fait, initiée des Humanoïdes Associés avec une partie de manga français qui n'était pas nécessairement réellement aboutie, qui était encore un peu trop amateur pour se faire sa place, ce qui n'a pas forcément aidé à la création française au départ.
Par la suite, en fait, les auteurs se sont améliorés, des œuvres ont émergé, un peu comme celle de Tony Valent et autres, qui ont justement permis de nouveau d'ouvrir un peu un certain éventail vis-à-vis des éditeurs concernant la création. Mais au-delà de ça, il y avait aussi en fait une part de marché à prendre, parce que le nombre d'éditeurs en fait commençait à grossir et les licences à se raréfier. Et donc de la création française était pour eux une nouvelle en fait part de marché vers lequel s'ouvrir, donc qui ne pouvaient pas en fait y couper entre guillemets. C'est pour ça que la plupart des éditeurs s'y sont mis, avec plus ou moins le succès. De toute façon, je pense que tous le savent, chaque éditeur a pas toujours réussi son lancement de création. Mais aujourd'hui, on commence à avoir vraiment de nouveaux talents émerger, comme vous l'expliquiez juste avant, avec cette fois une base beaucoup plus concrète en dessin, avec des références beaucoup plus poussées, un peu plus de connaissances en fait, qu'on bénéficiait des premiers jets en tout cas, et de la connaissance passée. Et effectivement, ça s'ouvre de plus en plus et on commence à avoir pas mal d'œuvres éditées chez nous en manga français, ce qui est une bonne chose, je pense. Après, je vais maintenant passer la parole à Shannon. Pas grave, t'as dit tout ce qu'il fallait déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pareil. Voilà, c'est la même chose. Merci. Eh ben, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que vous avez encore des questions? On va en prendre encore une ou deux. Là-haut, monsieur. Alors moi j'en ai deux. J'aimerais bien que vous reveniez sur votre cursus scolaire. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui pousse un mangaka à aller plutôt vers un éditeur plutôt qu'un autre? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, dans tout ce que j'entends, qu'il y a quand même une grosse pression de l'éditeur, des maisons d'édition. Comment ça se passe déjà au niveau des relations entre le mangaka et la maison d'édition? Et est-ce que certaines maisons d'édition ont plus une philosophie ou quelque chose qui fait que vous irez plus vers cette maison d'édition qu'une autre? Alors, juste avant de lui passer la parole concernant son cursus et son expérience personnelle, il faut savoir que pour un éditeur, en fait, de faire de la création, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter une licence. Donc ça, c'est super important à savoir. Et nécessairement, les attentes derrière sont plus grandes. Ils ne bénéficient pas aussi d'un passif. Donc souvent, quand on achète une licence, c'est une œuvre qui est déjà connue. Et lorsqu'on fait de la création, ça ne l'est pas du tout. Donc il faut faire sa propre com. C'est pas évident. Et effectivement, c'est une part de risque beaucoup plus grande que si c'était une licence achetée. La deuxième chose à savoir, c'est que, comment je pourrais vous expliquer, le rythme aussi, parce qu'on n'a pas de tome d'avance, donc il y a un rythme à respecter. Les lecteurs aujourd'hui sont habitués à avoir leur volume en moyenne tous les 2 à 3 mois, et devoir patienter des fois 6 mois ou plus selon la rapidité de l'artiste peut être un frein. Donc c'est pas forcément évident. Je vais maintenant passer à Shannon pour la suite. Pour le cursus, il n'y a rien de spécial à vrai dire, parce que je n'ai pas suivi de cours de dessin. Je dirais à la base, je viens d'un DUT génie mécanique et un autre d'informatique. Le dessin en fait est venu plus, on va dire, d'un hobby qui est devenu en fait une passion. Et j'ai commencé plutôt tard. Je crois que je me suis vraiment intéressé au dessin à 20 ans. Donc j'avais un certain retard à rattraper en termes de style. D'accord. Tu t'es fait tout seul. Voilà. C'est ça. Je suis autodidacte, on va dire. Donc c'est une bonne chose, je dirais, en soi, parce que ça permet en fait de se dire aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin, on va dire, d'une formation pour devenir auteur. Tant qu'on a, on va dire, je dirais, l'expérience et les compétences. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous dire aussi, si vous devez apprendre dans le tas, ça doit être aussi plus compliqué parce que ça demande forcément aussi pas mal d'investissement et de temps. Et après, c'était... Pour la question éditeur. Après, oui, je dirais que tous les éditeurs, de toute manière, gèrent généralement différemment en fait, leur business. Et il y en a, personnellement, je trouve qu'ils sont meilleurs que d'autres. Là, actuellement, je suis chez Kiun et je dirais que c'est personnellement... Attention. Je suis de Kiun. De quoi? J'ai été envoyé par Kiun, attention. Je suis Kiun. Je dirais très simplement, là, actuellement, ça fait 7 ans maintenant que je travaille avec Kiun et je dirais sans hésitation, sans doute le meilleur éditeur que j'ai eu. Après, c'est beau. C'est beau.
Je veux dire, voilà, à titre de comparaison, je veux dire, chez les humanoïdes associés, j'étais resté 5 ans. Et je veux dire, l'expérience en soi, je veux dire, elle n'était pas... C'était clairement pas ce qu'il y avait de mieux, mais je veux dire, c'était aussi, mais c'était, on va dire, c'était mon entrée, c'était mes premiers projets, en fait. Donc, je dirais, je ne regrette quand même pas, on va dire, mon expérience là-bas. Après, pour Pika, c'était quoi? C'était 3 ans, je crois. Est-ce que des éditeurs, ça t'a poussé à t'améliorer en dessin? Déjà que c'est beau de base, mais est-ce que tu as senti une progression? Tu dis que tu es autodidacte. Par rapport aux éditeurs ou... En dessin, en technique de travail, tout ça, t'as eu des conseils après? Ou tu vraiment jusqu'au bout, tout seul, l'évolution, quoi? T'as pas eu un sensei, rien du tout, des conseils? Non, pas vraiment, en fait. Les seuls conseils que j'ai eus, c'était parce que j'avais des amis, en fait, qui étaient plus, on va dire, dans le numérique. Mais là, voilà, c'est plus, on va dire, comment utiliser certains logiciels. D'accord. Mais en termes, voilà, de dessin, on va dire, en traditionnel, par exemple, là, c'était... j'ai appris sur le tas, quoi. À une époque, je dirais, il y a encore quelques années, je faisais pas de couleur. Parce que le couleur, je faisais pas de couleur traditionnelle. À la base, je faisais, on va dire, pour prendre moins de risques, et parce que c'était moins coûteux, je faisais de la couleur, mais en numérique. Aujourd'hui, je le fais encore, quoi, parce que c'est quand même plus simple. Mais là, j'ai commencé, par exemple, là, il y a 4-5 ans, là, j'ai commencé à faire de la couleur traditionnelle. Et là, c'est venu, on va dire, par étapes. J'ai commencé avec du crayon de couleur. Après, j'ai commencé à utiliser des feutres à eau. Maintenant, je suis au feutre à l'alcool. D'accord. Peut-être que voilà, un jour, je ferai de l'acrylique, mais... Selon ton bon vouloir. Merci. Pas toute dernière question. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Bah, on va voir ton dessin. Est-ce qu'on va le montrer? On peut la montrer à la caméra, là? Waouh! Ah, il n'est pas fini. Bon, tu vas le finir ce soir pour le faire gagner. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que à la fin de la journée, on a un quiz animé par Annie Grenoble. Et celui qui va gagner, il y aura des lots, dont ce beau dessin. En tout cas, merci d'être venu à Grenoble. Merci à vous. On les applaudit? C'était Shonen et Salim. Vous pouvez les retrouver sur leur stand. Ils vont être côté conférencier à Ève. Donc si vous avez eu envie de poser des questions encore, n'hésitez pas.